Je suis ravi d'accueillir, dans l'ordre de gauche à droite pour vous, Joël Tronchon, directeur RSE de SEB, François Rouvier, directeur d'entrepreneuriat social de Renault, et Emery Jacquilla, président directeur général de Camif. Alors, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous demander de présenter vos entreprises, parce que je pense qu'il n'y a pas une personne ici qui ne les connaît pas. Par contre, pour rentrer dans ce sujet difficile qu'on nous a gentiment confié sur RSE, levier de compétitivité, point d'interrogation, un mot peut-être chacun sur ce qui incarne la responsabilité pour vous de votre entreprise. Je ne sais pas qui veut commencer. Bonjour à toutes et à tous. S'il y avait un mot qui pourrait définir la RSE chez SEB, c'est sans doute durabilité. Durabilité parce qu'en fait, on a déjà une... Et c'est pas neutre sur d'ailleurs ce qu'on fait en RSE, on a une durabilité dans le temps de nos actionnaires familiaux. Et c'est une des conditions, à mon avis, essentielles du fait qu'on fait tout ce qu'on fait en RSE. Durabilité aussi des relations qu'on a avec notre première partie prenante, qui sont les salariés. On a, nous, une longévité de carrière extrêmement forte, avec beaucoup de promotions internes. Ce n'est pas neutre non plus sur la performance durable. Et on a un taux de turnover et de départ très très faible. Je le regardais ce matin, c'est proche de 0 en France, et un peu plus à l'international, mais on est vraiment en dessous de tous les benchmarks. Et puis durabilité enfin des produits, puisque on est connu maintenant pour avoir cassé un peu les codes il y a une dizaine d'années en disant les produits de petits électroménagers ne sont pas des produits jetables, ce sont des produits durables, réparables, recyclables, et on milite beaucoup là-dessus, mais on n'est pas les seuls, on le fait avec nos amis et clients, notamment Camif, la Camif et Emery. Bonjour à tous. Moi, j'ai beaucoup hésité entre Dacia et électrique, ou électricité. Mais je retiens un mot, donc, puisque la question, Benoît, c'est un mot, c'est l'électricité. Je pense que Renault a pris un énorme risque en 2005 ou en 2006, quand on a lancé un programme d'électrification et qu'on a été pionnier de la voiture électrique. Énorme risque parce que personne, je pense, sauf ceux qui connaissent bien l'automobile, n'imagine combien c'est un changement de modèle économique. C'est un engagement très fort, c'est un investissement considérable, c'est une prise de risque sur le plan financier considérable. On le voit avec le temps de transformation, d'installation d'infrastructures électriques, etc. En même temps, c'était un énorme choix de développement durable aussi. Je pense que également, ça a un impact social fort. Je pense que l'électrification, la voiture électrique, ça va être demain la voiture la plus accessible pour les personnes en difficulté de mobilité. Et puis la voiture électrique ouvre plus que les autres la société du partage de la mobilité. Donc je pense que c'était un choix fondamental, extrêmement RSE, et qui va très très au-delà du seul développement durable sur le plan écologique. Emery. Bonjour. Moi, si je devais dire un mot sur la Camif, ça serait mission. Je pense qu'on est une des premières entreprises à mission en France, et la mission a été pour moi un outil pour redonner du sens à cette entreprise qui avait été créée en 1947 par des instituteurs qui s'étaient regroupés après-guerre pour se rééquiper avec le gros catalogue de vente par correspondance que beaucoup d'entre vous ont sans doute connu. Et quand il y a 10 ans, j'ai fait le choix de relancer la Camif sur la qualité, le Made in France, le durable. Et quand, quelques années plus tard, on a inscrit la mission de la Camif qui est finalement de développer une consommation responsable et une production locale, c'est aujourd'hui ça qui fait la valeur de l'entreprise, c'est ça qui fait qu'on existe aujourd'hui, qu'on existera dans 25 ans. C'est ça qui rend le projet de l'entreprise extrêmement passionnant pour toutes ses parties prenantes. Et mission également parce que je dirige depuis 1 an l'association de la communauté des entreprises à mission qui accompagne tous les dirigeants qui ont pris conscience et qui ont envie de mettre en mouvement leur entreprise sur ce chemin qui peut prendre du temps, qui doit prendre d'ailleurs sans doute du temps, parce que le chemin de la mission, de la traduction de cette mission au cœur du projet de l'entreprise, de la traduction de cette mission en engagement, et de finalement se poser la question de quel sens on veut donner à nos entreprises, eh bien c'est un chemin qui est passionnant et qui transforme le dirigeant lui-même. Alors, pour se poser la question sur la responsabilité comme élément de compétitivité aujourd'hui, je vais juste vous donner 2 chiffres. 2 chiffres qui sont issus d'une étude qui a été faite par le cabinet Tilt cette année,
84% des clients interrogés attendent que les marques contribuent à une société meilleure. Et deuxième élément, 65% des clients interrogés disent que leur fidélité ira à des marques engagées. Et ce taux a pris 10 points en un an. Alors, si je me retourne vers vous, un exemple d'action menée qui a permis de gagner en compétitivité chez vous. Emery, peut-être pour... En 2017, on a inscrit la mission dans nos statuts et qu'on l'a traduit en engagement, on s'est dit il faut qu'on accélère. On avait fait le choix de miser sur la qualité, le Made in France et le durable. On travaille avec 137 fabricants français. Mais on s'est dit c'est pas suffisant, il faut aller plus loin et il faut aller plus vite. Et donc une des premières traductions de la mission dans le projet de l'entreprise, c'est comment on accélère la transformation de notre offre. Et donc on a lancé un projet qui s'appelle Camif Édition. On est en train de changer de métier, on passe de sélectionneur de produits durables locaux à éditeur de produits, où on a travaillé en mode très collaboratif avec des experts d'économie circulaire, des fabricants français, des designers, des consommateurs, pour imaginer ces nouveaux modèles, ces nouveaux produits, ces nouveaux services que la Camif offre. Et donc ça a été un projet passionnant parce que c'est aussi un sujet de transformation en interne de nos métiers, de nos chefs de produits, qui passent de chef de produit à chef de projet. Et c'est intéressant parce que le projet Camif Édition, c'est un projet qui est créateur d'une triple valeur. Une valeur sociale, parce qu'on a dans le cahier des charges mis des enjeux sociaux élevés. Évidemment, c'est fabriqué en France, mais au-delà de ça, on travaille aussi avec beaucoup de structures d'insertion par le travail de personnes handicapées. On a un profit environnemental, parce qu'on a une démarche d'économie circulaire. Un de nos engagements, c'est faire de l'économie circulaire notre standard. Ça nous invite à revoir la façon dont on conçoit les produits. C'est pour ça qu'on a aussi besoin de designers, d'experts d'économie circulaire. On a lancé comme ça un canapé fabriqué à Neuville-en-Ferrain dans le Nord, qui est fait à partir de coton recyclable. On a un projet de bibliothèque qui est fait à Niort par un ESAT qui fait une bibliothèque avec de l'acier recyclé et du bois qui a fait 34 km pour aller jusqu'à l'usine. Il n'y a pas de colle, pas de vis pour que la fin de vie du produit soit pensée. C'est donc repenser l'entièreté de notre offre. Et évidemment, une valeur économique, parce qu'on est, nous, sur camif.fr, parce qu'on a relancé la Camif que sur Internet, dans un marché très peu concurrentiel, le e-commerce. Donc, en fait, notre enjeu, c'est comment on arrive à résister face à des géants. On parlait tout à l'heure d'opposer deux modèles. Le capitalisme américain, c'est Amazon. Le capitalisme chinois, c'est Alibaba. Et c'est 100 000 colis par jour qui arrivent de Chine en avion en France. Comment on résiste par rapport à ce tsunami et ces géants qui ont évidemment beaucoup plus de moyens que la Camif? Eh bien, on résiste parce qu'on a des produits, un projet d'entreprise qui fait du sens et qui attire des clients qui ne viennent pas forcément pour acheter du premier prix moins cher, mais qui ont une démarche eux-mêmes par rapport à leur acte de consommation beaucoup plus réfléchi, qui consomment moins, parce qu'ils n'ont pas forcément le dernier smartphone à la mode, parce qu'ils achètent 3 fois plus d'occasions que la moyenne, mais qui du coup se libèrent du pouvoir d'achat pour consommer mieux et qui utilisent véritablement leur pouvoir d'achat pour favoriser l'économie locale, maintenir des savoir-faire, des emplois en France, et puis faire moins de kilomètres au produit, c'est juste du bon sens. Voilà, donc Camif Édition, et globalement le projet de la Camif, c'est un projet de triple création de valeur, et c'est au cœur finalement de l'entreprise à mission, de mettre au même niveau les enjeux sociaux, environnementaux, et du coup la performance économique de l'entreprise. Moi je retiens deux choses de ça, c'est que vous vous êtes appuyé sur l'ADN de Camif, sur ce qu'était cette belle marque, et tout le reste, vous avez réinventé les codes de votre propre métier. Donc l'ADN, l'histoire et l'innovation de demain. François, Renault, qu'est-ce qui est une action de compétitivité responsable chez Renault? Alors, moi j'ai été profondément marqué, je pense que toute l'entreprise a été très marquée, c'est pour ça que je prends cet exemple, on pourrait en prendre d'autres, mais par quelque chose qui s'est passé en 2009. Je pense que vous avez tous en tête la crise de 2008 et en 2008-2009, bien sûr, les Français arrêtent d'acheter plein de choses, dont les voitures. Et en l'espace de quelques mois, le chiffre d'affaires de Renault, comme de nos collègues de PSA, chute de 40%, vraiment en 2-3 mois. Et l'entreprise va mal.
La trésorerie, on est vraiment en situation de trésorerie extrêmement délicate. Et la DRH et le management décident de prendre une décision de contrat de compétitivité. Et ce contrat de compétitivité, au fond, c'était de dire toutes les usines sont devenues en situation de surcapacité très forte. On n'a aucune visibilité sur le futur. On pourrait très bien décider de licencier et de mettre l'entreprise à un rythme beaucoup plus bas. Et au fond, il y a une décision qui est de dire on va créer un contrat de solidarité en France et de partager le coût du sous-emploi. Et il va y avoir un certain nombre de mesures qui vont être prises. D'abord, négociation avec les syndicats pour repasser aux 35 heures, parce qu'à force de primes, de surprimes, etc., les ouvriers dans les usines ne faisaient pas 35 heures, mais plutôt 32. Donc on a regagné en compétitivité, mais dans le même temps, tous les cadres ont travaillé 4 jours pendant 4 mois pour donner un jour de congé, le monétiser et le donner pour financer les jours non travaillés par les personnes dans les usines. Tout ça s'est traduit par du temps de formation donné par des cadres de l'entreprise. Bref, il y a eu une formidable période de solidarité et moi je trouve que ce moment-là a été un moment de solidarité, de valeurs partagées, de remise de l'humain dans l'entreprise de façon extraordinairement forte, de réengagement du collectif. Et le résultat, il a été tellement extraordinaire, c'est que bien sûr, il n'y a pas eu de licenciement. Surtout, on a redonné de la compétitivité aux entreprises. On avait promis qu'il n'y aurait pas de licenciement. Et en fait, 4 ans après, on avait augmenté très fortement la capacité de production, puisqu'on s'était redonné de la compétitivité et on a embauché plus de 5000 personnes dans les usines. Là où 4 ans avant, on imaginait plutôt mettre 15 000 personnes dehors. Donc, je trouve que c'est un bel exemple d'une entreprise qui retrouve du lien, de l'envie de faire ensemble, et puis de l'envie de se projeter en protégeant l'emploi et en protégeant l'individu. Quand on parle responsabilité, on parle souvent long terme. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, 15 ans plus tard, 12 ans plus tard? D'abord, je pense qu'il en reste des moments extraordinaires dans lesquels on se retrouvait le vendredi gratuitement, parce que finalement, comme toutes ces dames depuis le 5 novembre. Pardon ? Comme toutes ces dames depuis le 5 novembre. Absolument, oui. Donc le vendredi était un jour non travaillé pour les cadres, et en fait, ce temps de non-travail a été transformé en temps de formation et de transfert de compétences. Et en fait, ce qui reste, je pense, dans l'esprit collectif, c'est ces journées où on arrivait en jean. À l'époque, en 2009, on le faisait moins qu'aujourd'hui, et où finalement chacun, les plus compétents ou les plus aînés ou les plus seniors ou les plus experts, transmettaient aux plus jeunes. Et c'était un vrai moment d'élan collectif. Joël ? Donc un exemple qui illustre le côté création de valeur et RSE, c'est sans doute ce qu'on a fait il y a 10 ans. Ce sont des opérations recyclage d'articles culinaires, poêles et casseroles, pour faire simple. Alors c'est tout bête, vous allez me dire, c'est quoi l'innovation là-dedans? En fait, en France, mais on l'a fait dans au moins une petite dizaine de pays dans le monde, ces opérations-là, et on continue à le faire. En fait, il n'y a pas, paradoxalement, on sait aujourd'hui recycler, il y a des filières pour recycler les produits électriques, avec des éco-organismes, des éco-contributions dans plusieurs pays d'Europe. Mais pour les poêles et les casseroles, paradoxalement, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en gros, vos poêles et vos casseroles, aujourd'hui, à 60%, elles sont dans les ordures ménagères et elles ne sont pas valorisées. Ça veut dire qu'en gros, on ne valorise pas des ressources importantes comme des métaux qui ont de la valeur, qui coûtent plusieurs milliers d'euros la tonne, et on n'en fait rien. On les enfouit ou on les brûle. En tout cas, on n'en fait rien de circulaire et d'intéressant. Il y a 10 ans, on s'est dit, c'est pas possible, nous on est numéro 1 mondial de la vente des casseroles et des poêles dans le monde, on peut pas ne rien faire, c'est pas possible. Donc on a commencé à imaginer un système lié à un business, en disant à nos consommateurs et à nos clients distributeurs, donc les hypermarchés, etc., en disant on va faire des opérations ponctuelles où les consommateurs vont nous ramener des poêles et des casseroles pour que nous, on puisse les recycler et utiliser l'aluminium pour en faire des nouvelles poêles en aluminium 100% recyclé Made in France.
Mais pour ça, on va donc nous payer clairement la partie de la collecte, donc ça c'est un investissement. Par contre, il ne faut pas qu'on perde de l'argent, il faut qu'on en gagne aussi en faisant ça, sinon ça ne marchera pas longtemps. Il faut que le consommateur, lui, il ait un intérêt. Donc qu'est-ce qu'on fait pour qu'il ramène sa casserole? On lui donne un bon de réduction à valoir sur une nouvelle poêle éco-conçue, made in France, recyclée. Donc du coup, ça lui donne envie de ramener ses casseroles, parce que c'est quand même un effort qu'il fait. Donc il les ramène, et je peux vous dire qu'il en ramène beaucoup. Le distributeur, lui, il s'y retrouve de point de vue économique, parce que ça lui amène du trafic en magasin. C'est des consommateurs, des fois même des nouveaux consommateurs, qui, parce qu'il y a cette offre-là, vont dans l'hypermarché, se déplacent, donc achètent sûrement autre chose. Et derrière, il y a des ventes de nouveaux produits qui se font. Donc là, on a un joli projet parce qu'il y a un bénéfice environnemental, alors là, pour le coup, qui est certain, qu'on a même démontré. On a fait ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie. L'aluminium recyclé, c'est 95% de carbone en moins par rapport à l'aluminium vierge que vous allez extraire, de la bauxite, etc. Donc, bilan carbone sans aucune mesure, très intéressant. Création d'emplois, donc impact social, parce que toute cette filière de collecte, de démantèlement des produits, de recyclage, elle est made in France et elle crée des emplois en France qualifiés et peu qualifiés, donc accessibles aussi au secteur de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire en France. Et en plus, donc économique, le dernier impact, mais ça je vous l'ai dit, c'est que ces opérations, elles marchent très très bien d'un point de vue business et économique, ce qui fait qu'on les poursuit depuis 10 ans. Et on les amplifie, on ne fait pas que les poursuivre. Plusieurs pays dans le monde maintenant le font, et on fait ça maintenant avec quasiment tous nos partenaires distributeurs qui ont des magasins physiques aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça vous a donné un premium de marque en bon français ? Oui, parce que aujourd'hui, on a des consommateurs qui, ces opérations-là sont très liées à notre marque qui s'appelle Tefal. Et on a d'ailleurs, on fait maintenant ces opérations-là avec nos marques Seb, Moulinex, Roventa, donc sur des produits d'électroménager. Mais bien sûr, donc cette opération vertueuse entre guillemets d'un point de vue environnemental, elle est associée à notre marque et même les consommateurs même maintenant attendent ces opérations-là, parce qu'on ne les fait pas tout le temps, on les fait une fois par an ou 2 fois par an selon les enseignes, et ils attendent, ils demandent aux clients quand est-ce qu'est la prochaine opération. Donc oui, ça crée une image positive de marque, clairement. Alors, après avoir vu quelques questions faciles, parce qu'elles portaient sur le passé, j'ai envie qu'on vienne à des choses un peu plus compliquées sur l'avenir. En bon consultant, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Je vais être un peu taquin, j'ai été chercher quelques indicateurs glanés dans mes derniers jours. Je vais vous en donner 4 pour que vous puissiez réagir par rapport à ce qu'on a pu entendre ce matin. Selon une étude de Carbone 4 qui est parue en juillet, si chaque Français avait un comportement héroïque, chaque Français, c'est-à-dire qu'il activait l'ensemble des leviers à sa disposition, il diminuerait son impact carbone de 25%. Pour tenir les 2 degrés de Paris, il faudrait qu'il la diminue de 80%. Deuxième chiffre, rapport sur les inégalités mondiales de l'ONU en 2018. Entre 80 et 2016, 1% des personnes les plus riches ont capté 27% de la croissance des revenus et 12% ont été captés par les 50% les plus pauvres. Par rapport à ce que nous disait Bruno Le Maire sur un capitalisme juste, ça pose une question. D'un point de vue environnemental, le groupe de l'ONU sur la diversité dit que 1 million d'espèces, soit 1 sur 8, pourrait disparaître à moyen terme si l'humanité ne réagit pas. Et enfin, beaucoup plus proche de chez nous, selon une étude de la DARES de l'année dernière, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le taux d'entrée en CDD a été multiplié par 4 depuis 1993. Voilà. Si on prend ces 4 éléments et qu'on se projette un peu, est-ce qu'on peut continuer comme aujourd'hui dans l'entreprise? Ou est-ce qu'il y a des inflexions à avoir? Si oui, lesquelles? Et quelles conditions faut-il pour qu'elles puissent avoir lieu? Je ne sais pas qui a le courage de se lancer le premier. Bon. J'espère que je n'ai pas été trop taquin. On voit bien que les citoyens tout seuls ne vont pas y arriver. Et on a vu que les États tout seuls n'y arrivaient pas. Ça laisse la place aux entrepreneurs, ça laisse la place aux entreprises. Et je crois que là, aujourd'hui, on peut dire qu'on sait qu'il y a une urgence. Il y a une urgence à laquelle l'humanité n'a jamais été confrontée. Et l'urgence, c'est de nous mettre en mouvement pour résoudre les défis de l'humanité. C'est des défis climatiques, c'est des défis biodiversité, c'est des défis sociaux qui sont associés à tous ces enjeux qu'on a devant nous. Et en même temps, il y a cette prise de conscience incroyable, parce qu'elle est mondiale, elle est collective, des citoyens, des consommateurs, de nos collaborateurs, des chefs d'entreprise, qu'il y a urgence
à changer de modèle, parce qu'on est arrivé au bout d'un modèle. Et donc il faut réinventer ce nouveau modèle. Et il y a une prise de conscience que nos modes de consommation et nos modes de production sont directement liés au dérèglement climatique, aux problèmes de biodiversité et aux problèmes sociaux. Ça veut dire que c'est déjà une première étape très positive. Maintenant, il faut passer à l'acte. Et c'est ce qu'attendent les citoyens, c'est que les entreprises passent à l'acte. C'est ce qu'attendent nos collaborateurs, c'est ce qu'attendent nos futurs collaborateurs. Quand on fait, moi j'ai fait la rentrée des étudiants de Kedge Business School, de l'ESSEC et d'HEC, ils ne ressemblent pas, les étudiants, aujourd'hui, à ce qu'on était, nous, quand on était dans ces écoles. Et donc, il y a une attente très forte des citoyens, des consommateurs, des collaborateurs, à ce que l'entreprise bouge. Et donc, c'est une grande responsabilité qui nous incombe, nous, dirigeants, nous, chefs d'entreprise, de réinventer nos modèles et de mettre au cœur de nos modèles, en fait, il y a une question finalement existentielle. Si on ne se pose pas aujourd'hui la question de pourquoi on est là, collectivement, parce que l'entreprise, qu'est-ce que c'est à part un projet collectif, si on ne se pose pas la question de pourquoi on existe, demain, on n'existera plus. Donc il y a urgence à se poser cette question-là, et du coup, à se doter de cette raison d'être, de la traduire évidemment en engagement, parce que juste une raison d'être, ça ne suffit pas. Il faut que ça transforme en profondeur le projet de l'entreprise. Alors de quoi on a besoin? On a besoin de dirigeants courageux. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit tout à l'heure, responsabilité égale courage, qui incarnent cette volonté de changer en profondeur leur organisation, qui vont aller, et le dirigeant est sans doute la clé de voûte, c'est pour ça qu'on a créé cette communauté des entreprises à mission, parce que le dirigeant est la clé de voûte. Si le dirigeant n'a pas pris conscience de ça, il n'a pas vraiment envie, et il n'a pas vraiment le courage de changer son organisation, il ne se passera rien dans l'entreprise. Ce n'est pas la direction RSE qui va faire bouger les trucs, même si ça fait 25 ans que les directions RSE tapent aux portes des opérationnels pour que les choses bougent dans l'offre. Maintenant, c'est le dirigeant. Et le dirigeant, il doit faire deux choses. Convaincre ses actionnaires qu'il faut changer de lunettes. Il faut arrêter de regarder la rentabilité à court terme et il faut regarder la performance sociale, environnementale et économique de l'entreprise à long terme. Ces changements-là, on ne va pas les faire en 6 mois. Nous, à la CAMIF, on a mis 2 ans et demi pour pondre les 2 phrases qui sont constitutives de notre mission. Donc c'est pour vous dire, on n'est peut-être pas très efficace à la CAMIF, mais on a souhaité le faire de manière collaborative en interrogeant nos clients, nos actionnaires, des acteurs du territoire, des fournisseurs, des collaborateurs sur pourquoi on existe. 2 ans et demi, c'est beaucoup de temps. Ensuite, il faut de la sincérité, il faut que le dirigeant soit sincèrement engagé dans cette démarche, qu'il l'incarne pleinement, et de la radicalité. Parce que la vraie question à laquelle on est confronté en tant que dirigeant, on parlait tout à l'heure d'injonctions contradictoires entre le court terme et le long terme, c'est au fond, à partir du moment où je me définis une mission, à quoi je suis prêt à renoncer. C'est l'idée du renoncement. C'est un bel exemple en tête? Oui, j'en ai un qui nous arrive le 29 novembre. C'est que pour la 3e année consécutive, nous renonçons au meilleur jour du e-commerce en France en boycottant Black Friday et en fermant notre site. Oui, ça coûte cher. Et quand on l'a fait en 2017, pour la première fois, et que je suis passé devant mes actionnaires, même si j'ai des actionnaires super et des fonds d'impact, que je leur ai dit qu'on allait fermer le site le jour du Black Friday, il y a des petits moments de solitude dans la vie d'entrepreneur, ça en fait partie. Et ils ont essayé de me convaincre de ne pas fermer, mais peut-être juste de ne pas faire le Black Friday. Mais à partir du moment où votre mission, c'est de défendre une consommation responsable, vous ne pouvez pas faire le Black Friday. Et on attend de l'entreprise qu'elle s'engage, qu'elle prenne des parties dans le débat de société. Finalement, on est face à un modèle de société. Qu'est-ce qu'on veut ? Et on a une immense responsabilité parce que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Donc, à quoi on renonce ? Ça me semble être un point important et il faut aller loin avec nos entreprises, il faut les emmener très loin et c'est le projet passionnant de la mission parce que ça redonne beaucoup de sel au projet de l'entreprise. C'est un levier d'engagement pour les collaborateurs, c'est un levier d'innovation, on l'a vu sur l'économie circulaire, et donc c'est un levier de performance. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut avoir du courage et il faut prendre ce temps long, mais il faut y aller à fond. Et une condition extrinsèque à l'entreprise que tu appellerais pour faciliter alors, ça? Si on n'est pas convaincu à titre personnel, parce qu'on n'a pas vraiment de fibre écologique, etc., on peut aussi regarder les chiffres.
et se poser vraiment la question de savoir si est-ce que dans 10 ans, quand on s'appelle Bayer Monsanto, je pense que les prix de recrutement de Bayer Monsanto aujourd'hui doivent être un peu plus élevés que le marché. Si dans 10 ans, vous ne trouvez plus personne pour venir bosser avec vous dans votre boîte, parce qu'elle ne fait aucun sens, bah, vous n'aurez plus de performance économique. Si dans 10 ans, vous ne trouvez plus d'argent pour financer vos projets, vous n'aurez plus de performance économique. Donc, bien sûr, il y a aussi des raisons extrinsèques. Le consommateur, il veut des produits éco-responsables, il veut consommer moins et consommer mieux, il veut une offre en face de ça. Donc, toutes les boîtes qui ont des produits qui ne le sont pas vraiment aujourd'hui, elles ont un intérêt économique à se mettre en mouvement et à le faire vite, parce que changer une offre, ça prend du temps. Si elles ne le font pas maintenant, ce n'est pas dans 25 ans qu'elles le feront, ça sera trop tard. Et donc, voilà. Merci. Pour Renault, ça veut dire quoi, ces inflexions de demain? Je ne sais pas si c'est pour Renault ou pour moi chez Renault, mais je vais répondre un peu des deux. Je dirais que, d'abord, effectivement, ça a été dit et redit, mais je crois très très profondément au fait que la RSE doit être dans l'entreprise, dans la stratégie, dans le business. Moi, je venais du monde du commerce, du business de l'entreprise, et quand j'ai rejoint la RSE en 2011, c'était pour développer un modèle économique un peu innovant à l'époque, qui était le social business, donc justement l'économie inclusive. Donc c'est un côté oxymore, évidemment, hein. Et en fait, à ce moment-là, j'étais très clairement perçu dans l'entreprise comme un boy scout. C'est-à-dire que j'étais connu pour mon engagement, pour mes valeurs personnelles, et on disait c'est normal qu'il aille faire ça, et il va le faire dans son coin, et c'est vachement sympa, et on l'adore pour ça. Sauf que ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'on peut contaminer l'entreprise. On peut semer des graines de business à impact absolument partout. Et ce qui est frappant, c'est que Renault travaille au sein d'un action tank entreprise et pauvreté avec maintenant pas mal d'autres entreprises. Ça a été créé par Emmanuel Faber qui est venu ici, je le sais, au moins une fois, si ce n'est plusieurs, et Martin Hirsch. Et dans cet action tank, il y a des entreprises de B2C et puis des entreprises de B2B. Et au départ, on se disait dans le B2B, c'est impossible d'imaginer des modèles inclusifs. Mais ce n'est pas vrai. En fait, on travaille autrement, on invente des coopérations. Donc, ma conviction, c'est qu'il faut inventer des manières de greffer au quotidien, dans tous les domaines de l'entreprise, la RSE à l'entreprise, au cœur des métiers de l'entreprise. C'est absolument comme ça, et à mon avis comme ça seulement, qu'on pourra changer. Et pas seulement sur l'environnement. Sur l'environnement, c'est devenu presque obligatoire. Celui qui ne le fait pas, de toute façon, il est décrié. Mais aussi sur l'aspect social. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit tout à l'heure Geoffroy Roux de Bézieux sur le pouvoir de l'entreprise et donc sa responsabilité. C'est vrai que les entreprises ont un pouvoir fort aujourd'hui d'innovation parce qu'elles ont beaucoup plus de capacités, notamment financières. Moi, je me souviendrai toujours ce que nous disait Martin Hirsch quand on a commencé à l'Action Tank. Il nous disait, voyez, j'ai fait les courbes et on s'aperçoit qu'en France, comme dans plein de pays, pendant des années, plus l'État investissait, plus on faisait baisser la pauvreté. Et puis on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, tout argent marginalement investi pour faire baisser la pauvreté n'a plus aucun effet. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres acteurs, et les autres acteurs c'est qui? C'est nous, les entreprises, qui devons prendre le relais pour inventer des modèles différents, qui soient inclusifs, qui créent des produits et services, des biens et services qui apportent des solutions pour des gens qui sont en situation de précarité. Vous avez certainement tous vu cette superbe intervention d'Emmanuel Faber à la remise des diplômes d'HEC il y a 2 ou 3 ans, quand il dit la pauvreté c'est l'échec de l'économie, mais je pense que si on est tous réunis ici à Valpré, c'est parce qu'on partage tous ces valeurs-là, mais c'est clair que la pauvreté c'est inacceptable. Donc on doit contribuer. Et c'est toi, Benoît, qui aime bien cette expression d'économie contributive, moi aussi je l'aime bien, parce qu'au fond on n'est pas obligé de contribuer beaucoup. Bien sûr qu'il faut mesurer son impact, mais on n'est pas obligé de mesurer, de dire il faut être fort. On n'est pas dans des enjeux de com, on est dans des enjeux de contribution. Faire que, et puis en fait, on se rend compte que quand on commence à faire, on fait petit, on donne sa chance à des collaborateurs dans l'entreprise qui ont des idées, on crée des choses, on crée des collaborations et on ouvre des brèches et il se passe des choses incroyables.
Nous, on a créé des garages solidaires, je ne suis pas en train de faire une page de pub pour Renault, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe. C'est la transformation qu'on ouvre dans l'entreprise. C'est des gens qui disaient mais moi je ne pensais pas qu'on avait le droit de réfléchir impact social dans une boîte comme Renault. Je pensais que mon métier c'était de vendre des bagnoles et puis d'augmenter la marge opérationnelle. Bah oui, tu peux le faire, mais tu as le droit aussi d'inventer des modèles innovants qui vont créer de l'impact. Donc ça, je crois que c'est fondamental. 2, ça change fondamentalement le rapport au temps. Et je pense que dans les inflexions, il faut qu'on se redonne du temps. Je trouve, qui commence à avoir un peu d'âge, qu'en 20-30 ans, on s'est donné des objectifs de plus en plus court-termistes. On est prisonnier de notre communication à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, et tout est comme ça. Et du coup, on casse des effets d'innovation profonds à long terme et qui ont de l'impact humain. Puis 3, mais ça c'est très personnel, c'est pour ça que j'ai dit en commençant, est-ce que c'est Renault ou est-ce que c'est moi qui parle? Là, c'est très très moi, mais je pense que c'est un levier d'inflexion majeur. C'est la question de la rémunération. Je n'ai pas de solution, mais je trouve qu'on est dans un monde dans lequel nous, cadres d'entreprise, chefs d'entreprise, nous avons la responsabilité de questionner le mode de rémunération, parce que je pense que ça crée un virus dans l'entreprise qui est le virus de l'envie, vous savez, la jalousie, la cupidité. Et notre monde meurt de cupidité parce que ça casse la solidarité. Donc je pense que ça c'est un point fort et peut-être que la réflexion sur les modes de rémunération pourrait nous conduire à changer des choses. Joël, c'est quoi les inflexions vues de ta fenêtre pour ne pas aller vers ce monde que j'ai décrit qui n'est pas très désirable honnêtement? Alors, il y a plusieurs choses qu'il va falloir qu'on change dans les entreprises, dans les grandes comme dans les petites d'ailleurs. Alors dans les grandes, c'est des fois plus compliqué à faire changer, parce qu'il y a beaucoup de monde à bouger en même temps, mais on commence à s'y atteler. Je te rejoins François, sur l'aspect environnemental, c'est encore un énorme sujet mondial, mais dans les grandes et les petites entreprises qui sont engagées, c'est obligatoire maintenant. Enfin, on peut plus. Enfin, en tout cas, nous, on est cotés, on a des investisseurs et des analystes qui nous demandent tous les mois ce qu'on fait pour réduire le carbone. Nos actionnaires nous le demandent, nos investisseurs nous le demandent, nos consommateurs nous le demandent, nos salariés nous le demandent. Et maintenant, on n'a plus le choix. Donc oui, on a pris les engagements carbone, etc. Mais ça, j'allais dire, c'est déjà fait. Voilà. On n'a pas encore fait tous les objectifs, mais c'est déjà inscrit dans la stratégie. Les objectifs de réduction carbone à 2023, à 2030, à 2050. Et de toute façon, on est obligé de le faire parce que le mouvement général nous y pousse. Non, les choses qui nous restent à transformer, c'est il y a déjà l'offre dont parlait Emery, l'offre produit. C'est tout bête, mais l'offre produit. Nous, cette transformation sociétale vers plus de RSE et vers un monde plus durable, elle va nous obliger à aller sur des produits dont déjà les consommateurs et le monde a réellement besoin. En clair, nous, chez SEB, aujourd'hui, tu parlais de renoncement, on a arrêté dans les 10 dernières années des produits qui sont sympas, mais je veux dire, qui n'ont pas une contribution énorme. Je prends, je sais pas, une machine à popcorn ou une machine à chocolat, une fontaine à chocolat, c'est sympa, on la vend, mais honnêtement, c'est quoi la contribution de ce produit? Zéro. Enfin, c'est même, voilà, manger du popcorn, c'est juste même pas terrible. Donc ça, on arrête. Par contre, ce qu'on est en train d'imaginer comme nouveaux produits, c'est quoi les nouveaux produits qui vont permettre à une population dans le monde de manger moins de viande, plus de légumineuses. Et les légumineuses, on sait que, si vous avez des enfants, si vous vous dites « super, je vous ai fait des lentilles » ou des pois chiches, vous allez avoir la soupe à la grimace. Hein. Donc, nous, notre boulot chez SEB, c'est d'inventer des machines qui font des légumineuses qui soient bonnes en un quart d'heure ou une demi-heure, mais pas en 2h30, 12 heures de trempage. Hein, pour les haricots. Donc voilà, donc c'est des choses comme ça, c'est très concret. Et nous, on est en train de transformer notre offre produit pour aller adresser des changements de comportement alimentaire pour une assiette moins carbonée, plus durable pour la planète et meilleure pour la santé des gens. Et ça, c'est un énorme business sur lequel, heureusement, on est et sur lequel on réfléchit. Donc ça c'est très concret. Après on a d'autres choses sur lesquelles on va être obligé de se transformer. C'est des business de plus en plus circulaires. Nous on a fait beaucoup de choses sur l'introduction de matières premières recyclées dans nos nouveaux produits. C'est bien.
c'est pas encore fini, loin de là. Mais par contre, il y a un sujet sur lequel on n'est pas encore très bon et on se soigne, on a plein de projets en ce moment, c'est le packaging. Nous, on a des millions de packaging dans le monde qui sont aujourd'hui, certes pour certains recyclés, mais on est en train d'y réfléchir en disant mais comment on peut réduire la quantité de matériaux, voire la suppression de certains packaging dans nos produits, ou en tout cas réduire, par exemple, on vient de décider d'arrêter les sachets plastiques qui ensachètent nos poêles à partir de l'an prochain, mondialement. Bon ben ça se fait pas voilà, c'est des changements très longs, mais ça a un impact assez important. On est en train de réfléchir à arrêter d'ici 2023 le polystyrène. C'est plus possible. On ne peut plus avoir des packaging avec du polystyrène. Sauf que nous, on en a des millions de packaging avec du polystyrène. Donc on est sur des changements longs et on va être obligé de le faire. Après, ça c'est sur l'offre produit. Après, je pense qu'on a un vrai sujet sur la transformation de la relation de confiance qu'on noue avec les salariés, avec les pouvoirs publics et avec les consommateurs sur les territoires où on est. On n'est pas une entreprise désincarnée, on a des usines, on en a plus de 40 dans le monde, on a des salariés, on a des pouvoirs publics avec lesquels on discute, des préfets, des directeurs du travail, des maires, des communes dans lesquelles on est implanté. On ne peut pas aujourd'hui, demain, il y a des entreprises qui se moquent de ce sujet-là, qui disent non mais nous, on est une entreprise mondiale, le maire du coin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est pas notre sujet. Oui, en fait, c'est pas vrai, parce qu'il y a un moment, le monde de demain, c'est un monde de réputation. Et donc, vous pouvez avoir un bashing mondial et faire en sorte que votre action, elle tombe de 20%, parce qu'il y a un moment, il y a peut-être un maire médiatique qui va dire « l'entreprise qui est chez moi, elle fait n'importe quoi sur le territoire en termes d'environnement, en termes d'emploi, et moi, je vais la dénoncer publiquement. » Et maintenant, vous avez un petit maire d'une petite commune qui peut vous faire un buzz mondial et faire tomber. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Ça existe. Ça existe. Vous pouvez avoir une petite dizaine de consommateurs mondiaux qui boycottent votre entreprise parce que vous avez des mauvais comportements environnementaux ou sociaux. Donc, je pense que le travail qu'on a à faire, et là, on rejoint le sujet de l'éthique, qui n'est pas juste cosmétique. Faut commencer par, avant de dire on a des produits durables, etc., il faut commencer par s'occuper correctement de ses salariés, et j'insiste, de ses fournisseurs. Et là, nous, entreprise mondiale, on est un énorme travail dont on ne parle pas beaucoup, à part à des spécialistes, mais d'achat responsable, où on renonce clairement à contractualiser avec des fournisseurs très très compétitifs, en clair pas cher du tout, et on leur dit non mais vous êtes tellement mauvais sur le plan environnemental et social, je parle des fournisseurs dans les pays émergents, heureusement en France il n'y en a plus beaucoup des fournisseurs comme ça, et on dit mais non, nous on ne peut pas faire du business avec vous, ok vous êtes moins cher que les autres, mais on peut pas parce que ça met en danger la réputation de nos produits, et puis aussi éthiquement c'est pas possible. Donc oui, chaque année on renonce, on se sépare de fournisseurs parce qu'ils ne sont pas dans cette équation-là. Et je pense que ce qui va se transformer, c'est de plus en plus, et ce n'est pas parce qu'on est sympa chez Seb ou qu'on a des valeurs humanistes, c'est parce que même économiquement, ce n'est pas tenable à terme. Et je reprends le sujet du maire de la petite commune. Bien sûr qu'il nous arrive, et il nous arrivera, j'espère, pas demain matin, mais on fait des restructurations chez Seb. On ne vit pas dans une bulle où tout est beau, tout est rose. Il nous arrive de fermer des usines, il nous est arrivé d'en fermer. Par contre, ce qui vous a frappé, c'est que vous n'en avez pas beaucoup entendu parler. Pourquoi? Parce qu'on met énormément d'énergie, d'efforts et d'investissement sur des restructurations, ce que j'appelle responsables, c'est-à-dire on réindustrialise et on crée des fois plus d'emplois que les emplois qu'on avait précédemment sur les territoires. C'est ça le rôle. Et je pense que demain, on sera obligé de prendre en compte tous ces facteurs-là de confiance et de responsabilité sur les territoires sur lesquels on opère. Désolé, j'ai le même Je vous vois. Je sens que la pression de François est de plus en plus forte. Merci infiniment pour vos interventions.